Je ne veux pas une vie plus grande, je veux juste une vie qui me ressemble davantage. J'ai lu cette citation il y a quelques années et je me suis dit, on a touché quelque chose. C'est marrant à quel point les gens ont un regard triste quand je leur dis que non, je ne rêve pas d'avoir un jour des employés, de faire 1 million d'euros ou de passer dans qui va être mon associé. Je suis désolée, le coup de la Startup Nation, etc. et tout, j'y ai déjà bossé pendant des années et non, ça ne me fait pas rêver pour mon quotidien ou en tout cas pour la boîte que je suis en train de monter. Et de la même manière, je trouve ça très drôle la façon dont les gens ont envie de te foutre dans une case. Je veux dire, ça les rassure plus que ça ne te rassure. Et du coup, en faisant mes petites recherches ces derniers temps, etc., je suis tombée sur le terme de cozy entrepreneur aux États-Unis et je me suis dit, ok, allez, s'il faut me foutre dans cette case, ça sera celle-là. Du coup, je me suis dit que peut-être que toi aussi, tu te sens un petit peu le cul entre deux chaises quand on parle d'entrepreneuriat sur les réseaux, etc., sur LinkedIn notamment, hein, c'est un enfer. Alors j'avais envie de te raconter un petit peu tout ça et c'est loin d'être un concept marketing, c'est beaucoup plus profond que ça. Déjà, on va commencer par enlever toutes les images qui popent naturellement dans ta tête. Je sais parce que j'ai eu la même chose. Un cozy entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui bosse en pilou-pilou avec un matcha latte, même si j'adore bosser en pyjama, on va pas se mentir. Je dirais que c'est une manière d'entreprendre qui te fait dire, ok, je veux construire quelque chose, mais je veux pas me perdre en chemin. C'est quelqu'un qui aime créer profondément, qui aime connecter, qui aime se lier, mais qui ne supporte plus d'être dans l'agitation permanente. En gros, s'il y a du succès, si ça marche bien, on prend toujours, mais pas à n'importe quel prix. Et honnêtement, quand j'ai commencé à entreprendre il y a maintenant 2 ans, j'ai gardé exactement les mêmes schémas que quand j'étais en CDI. Faut savoir que j'ai longtemps bossé dans des startups, là où il y a une pression monstrueuse, là où finalement on te donne 1 milliard de missions pour un seul poste et on te parle d'agilité, hein. La seule chose que tu gagnes, c'est que t'es complètement épuisé. Mais bref, c'était un petit peu mon quotidien et quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai fait la même chose. Je me suis mis la pression, je me suis mis exactement les mêmes horaires, je me suis mis des objectifs incroyables, hein, parce qu'on m'a toujours dit, on te met des objectifs qui sont inatteignables parce que ça te forcera à bosser pour essayer de les atteindre, alors qu'on sait très bien que c'est pas possible. Bref, j'ai fini par détester ce que j'étais en train de faire alors que c'était mon rêve à la base. Et si avant, quand j'étais en start-up, je me rattachais à mon salaire à la fin du mois, là c'était même pas le cas. Donc il y a un moment où j'ai dû me poser et je me suis dit, ok, quelles sont vraiment tes priorités? Est-ce que t'as envie de t'épuiser comme ça? Alors oui, j'avais l'excuse de dire, ok, je m'épuise, je sais pourquoi je bosse parce que cette fois-ci je bosse pour moi. Le fait est que le soir, je me couchais, j'étais pas fière, j'avais l'impression de jamais avoir fait assez. Donc l'idée c'était vraiment de faire un point et se dire, ok, moi aujourd'hui, ma priorité c'est de respecter ma vie, mes valeurs et mon rythme. L'objectif c'est plus de faire du business histoire de dire je fais du business et je fais de l'entrepreneuriat, etc. et tout, et j'en suis fière de parler sur LinkedIn. Oui, vous avez vu, j'ai un truc avec LinkedIn. Mais c'est plutôt de concilier réussite et bien-être. Et encore une fois, ce qu'on oublie, c'est que la réussite, elle a une définition complètement différente d'une personne à une autre. Là, on est plus sur l'idée de construire un modèle qui soit durable, aligné avec soi, avec son énergie, sa communauté, etc. Bref, où le soir tu te couches et tu te dis, ok, je suis à ma place. Forcément, si je sors le carnet, c'est que j'avais noté des petits trucs que je voulais vraiment pas oublier de vous dire. Et ça passe par les valeurs centrales que moi je me suis fixées. Encore une fois, les valeurs c'est un grand mot, hein, mais c'est histoire que ça soit compréhensible par tout le monde. La première chose, c'est évidemment le respect entre la vie pro et la vie perso. Chose que j'ai rarement réussi à faire. Quand j'étais en CDI, le soir, je rentrais à la maison, je faisais littéralement payer à tout mon entourage le fait que j'avais passé une sale journée, que j'étais stressée, etc. et tout. Donc ma vie perso se dégradait en fonction de ma vie pro et ça, c'est clairement plus possible, encore moins quand c'est mon projet et quand c'est mon business. La deuxième chose, c'est la priorité à l'humain et au bien-être. Mais alors le bien-être pas galvaudé, etc. qu'on voit partout depuis des années, qui est d'ailleurs devenu un business, le vrai bien-être, même le mieux-être, j'ai envie de dire. Finalement, je construis un business autour de moi, de ma personne, de mon rythme, etc., de mes envies, de mes projets, de mes rêves, et pas forcément en fonction du marché. Alors je sais que je vais me foutre à dos les personnes qui bossent dans le marketing, tout ça, je sais, l'étude de marché, c'est primordial, faut la faire, c'est hyper important. Mais se respecter, ça l'est tout autant, voire plus. Ensuite, je me suis noté une croissance lente mais durable, c'est-à-dire que j'ai appris à être beaucoup plus patiente concernant mon chiffre d'affaires. Et le fait d'avoir bossé en start-up pendant des années, c'est un petit peu frustrant parce que là-bas, la money, c'est le plus important et c'est normal, il faut faire survivre la structure, etc. et tout, mais c'est tellement plus important que du coup, ça dicte chaque minute de ta vie. Et les chiffres sont partout. C'est-à-dire que j'étais au courant du CA constant qu'on faisait. On faisait même des fêtes quand on faisait 1 million dans le mois. Ouais, c'est énorme, hein, mais on faisait des after-work parce qu'on avait signé 1 million d'euros. Et donc forcément, on était sur une croissance qui était hyper rapide, hyper droite. On avait des levées de fonds, etc. On avait des investisseurs à contenter et tout. Et ça, c'était hyper oppressant. Moi, en tant que salarié, déjà, je le ressentais. Mais je le voyais bien aussi du côté des boss. Ça avait l'air insupportable. Et vraiment, je me suis fait une promesse. Je ne veux pas de ça. Même si ça veut dire que je n'aurai jamais une start-up incroyable qui sera la prochaine licorne de France, de toute façon je m'en fiche, même si je n'aurai jamais forcément énormément d'employés, je ne veux pas être dans cet état-là pour mon projet,
pour ma boîte, même si je porte un message, même si je porte une mission que j'adore, dont je suis fière et que je porte avec sincérité, pas au prix de ma santé physique et de ma santé mentale. Donc s'il faut que ça soit une croissance lente et hyper durable en me disant le matin je me réveille, j'ai de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi payer la bouffe, j'ai de quoi aussi m'offrir ce que j'ai envie pour me faire plaisir, etc. Des week-ends avec des amis ou avec mon chéri ou même partir en vacances, peu importe. À partir du moment où mes besoins de base pour me rendre heureuse sont là, et ben tout va bien. J'ai pas besoin de faire 10 000 euros par mois, même si je sais que tout le monde idéalise le 10 000 euros par mois, ce n'est pas un besoin. Ça peut être une envie et encore une fois c'est votre choix. Pour le coup, moi, je me suis toujours dit, si j'arrive déjà à toucher le salaire que j'avais avant en CDI, fine, ça me va très bien. À partir du moment où je suis beaucoup plus heureuse dans mon quotidien, ça veut dire que j'aurais gagné. Ensuite, je me suis noté l'intention envers la performance, mais ça marche sur beaucoup de choses, sur le business, mais aussi sur la création de contenu. C'est-à-dire de faire des produits ou du contenu avec un vrai sens derrière, pour l'humain et pas pour répondre à l'algorithme. Ensuite, c'est évident, mais je me le suis noté quand même, un rejet puissant pour tout ce qui correspond à la hustle culture, là. La hustle culture, pour ceux qui l'ont pas, c'est vraiment cette mentalité de l'entrepreneuriat qui dit toujours plus vite, toujours plus loin, etc. et tout, avec beaucoup de pression, qui m'empêche même de respirer rien qu'en y pensant. Bref, c'est moins de pression, moins de compétition, moins de comparaison, plus de paix intérieure finalement et de créativité qui soit sincère. Et forcément, vous allez me dire, ok, quel rapport avec la com, la création de contenu, etc. parce qu'à la base, c'est mon sujet. Bah, c'est que ça se traduit énormément dans la façon dont je vais créer mon contenu et dont je vais approcher ma communication. Parce que tout comme je n'ai pas envie d'être l'esclave de mon business, je ne veux pas non plus être l'esclave de mes réseaux sociaux. Donc je suis pas du tout dans le poster tous les jours, poster plus, etc. pour réussir quand je vois que les chiffres baissent. Je suis plutôt dans le ok, pourquoi ça baisse, pourquoi c'est différent, je choisis comment, quand exactement je vais communiquer. Et c'est vrai que quand on monte un business, la performance, notamment en termes de likes, commentaires, de réussite sur les réseaux sociaux en particulier, ça veut dire vente et réussite globale. Sauf que pas forcément. La majorité des gens qui vont acheter sont d'ailleurs silencieux sur les réseaux. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux continuer d'être présent et de communiquer à un rythme qui vous correspond, hein, parce qu'encore une fois, ça sert à rien de poster tous les jours pendant 2 semaines et disparaître pendant 6 mois. C'est même ultra contre-productif. Mais du coup, de rester dans la tête de l'audience avec une présence qui est régulière, de partager ce que vous avez envie de partager, de montrer votre personnalité, vos opinions, ce qui vous différencie finalement, parce que les gens lisent et les gens achètent quand même s'ils ne likent pas, même s'ils ne commentent pas. Donc ne mesurez pas votre réussite à ça, mesurez plutôt votre réussite par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Vos objectifs, ils sont complètement personnels, ils ne regardent que vous. Et encore une fois, la réussite a une définition différente pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que moi, ma réussite, ça sera pas forcément la même que la vôtre. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins frustrant parce que le succès tel que moi je le vois au quotidien, il n'est pas seulement limité au chiffre d'affaires. Alors oui, on s'entend, comme je vous l'ai dit, dans ma partie des objectifs, c'est d'atteindre exactement pour l'instant régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, sans problème, le même salaire que j'avais en CDI avant. Le reste, ça part en trésorerie, mais je veux dire, j'ai pas cette vocation à faire 10 000, 15 000, 20 000, et c'est complètement ok. Donc il y a quand même ce chiffre d'affaires qui va me permettre de vivre, hein, parce que je veux manger, hein, comme tout le monde, mais ma réussite, elle va être aussi sur ma qualité de vie, sur mon énergie, sur ma créativité, sur les rapports humains que j'entretiens au quotidien. Et aussi, on va pas se mentir, sur ma liberté. En ce moment, j'ai énormément de rendez-vous médicaux qui sont hyper stricts et je me dis, mais c'est incroyable la chance que j'ai d'avoir cette liberté, de pouvoir suivre ma santé, en faire une de mes priorités grâce au choix professionnel que j'ai fait. Parce que clairement, dans mon ancien CDI, ça aurait été compliqué, voire même impossible. C'est hyper triste, mais c'est la réalité pour beaucoup de gens, pas que en start-up. Et si j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est aussi pour vous décomplexer et vous dire que si on a l'habitude de vous répéter que vous manquez d'ambition parce que vous voyez les choses comme ça, vous voyez votre business comme ça, en 2026, ça va être complètement différent. Je pense même que ça va être une force. Parce qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais l'attention, elle est hyper fragmentée et elle est difficile à accrocher. Donc les gens remettent de la valeur dans leur temps passé sur les réseaux. Donc quand ils regardent un contenu, quand ils donnent leur temps à quelqu'un, un créateur, ils veulent avoir quelque chose de qualitatif en retour. Et à côté de ça, l'audience, quand elle a besoin de réponses qui soient hyper rapides, concrètes, éducatives, elle va se tourner vers l'intelligence artificielle. Maintenant, ChatGPT, c'est un réflexe qui est dans beaucoup de foyers. Même si l'IA fait des erreurs, l'audience en a conscience et elle continue d'y aller. Donc quand on parle de réseaux sociaux, de création de contenu, etc., on va attendre beaucoup plus de profondeur plutôt que de la fréquence. On va attendre beaucoup plus d'authenticité, de sincérité, d'opinion, d'esprit critique. Et c'est ça qui vont être les facteurs clés d'un engagement durable en 2026. Parce que la multiplication de messages qui sont hyper lisses sur les réseaux, etc., ça n'a plus aucun impact. D'ailleurs, les gens le savent. Il y a énormément de posts ces derniers temps qui passent en disant « Ok, je m'ennuie sur les réseaux, j'ai l'impression de voir ChatGPT partout ». Les gens ne sont pas dupes, ils en ont clairement conscience. Et si j'avais envie de vous en parler aussi aujourd'hui,
c'est parce que par exemple, je suis dans un incubateur et quand on pitch les projets, j'ai toujours l'impression que mon projet est tout petit, tout mini, tout minuscule. C'est-à-dire que même pendant les cours où on va parler de financement, de levée de fonds, etc. et tout, d'ailleurs j'y vais même pas parce que je me sens pas ultra concernée, donc je préfère rester chez moi et travailler, avancer sur mes projets, mais le fait est que du coup, je me sens toujours en manque d'ambition, ou en tout cas c'est ce que j'ai l'impression quand je discute avec les gens. Sauf que l'ambition qu'on peut avoir quand on côtoie des startups ou des entrepreneurs comme ça, c'est pas la même ambition que moi, c'est un peu comme la réussite, c'est-à-dire que avoir envie d'un business comme ça un petit peu chill dans son coin, etc. et tout, ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition, ça veut juste dire qu'elle est différente que toutes ces startups qu'on voit passer sur les réseaux. Ça veut pas dire clairement je fais rien, je reste dans mon canapé, etc. et je bosse 2 heures par jour, ça veut plutôt dire oui je suis ambitieuse, j'ai une réussite qui est peut-être différente de celle des autres et je fais tout pour y atteindre dans mon coin, calmement, à mon rythme et en me respectant. C'est pas une ambition qui crie, etc., qui fait des beaux posts LinkedIn, c'est une ambition qui se construit durablement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, je ne rêve pas de faire Qui veut être mon associé, d'ailleurs je crois que je n'ai jamais regardé un seul épisode ou en entier à part des extraits que je voyais passer sur les réseaux. Je parle beaucoup de LinkedIn depuis le début, mais parce que quand j'ouvre LinkedIn, clairement je déprime, parce que je suis confrontée à une réussite qui est incroyable de tous les côtés, pas forcément ultra vrai et tout le monde le sait, mais quand on est là tout seul dans notre coin, forcément ça nous touche, hein, on va pas se mentir. Et même si j'ai beau savoir que cette réussite n'est pas celle que je veux, celle dont j'ai besoin, celle qui me correspond, bah finalement comme elle répond aux attentes de tout le monde quand tu montres une entreprise, bah tu sens un petit décalage, je m'y sens pas forcément à l'aise. De la même manière, je rêve pas de faire 1 million d'euros, je rêve pas d'embaucher 30 personnes, d'ailleurs c'est ma hantise. Par contre, j'adore pouvoir bosser de chez moi, j'adore avoir cette liberté, cette souplesse au niveau de mon emploi du temps qui me permet de donner encore beaucoup de place à ma vie perso. J'adore aussi profiter de mon chien, c'est hyper bête, je sais, mais les gens qui ont un chien savent à quel point c'est un tue le cœur le matin de se réveiller et de la laisser seule, etc. ou même de ne pas être avec elle pendant toute une journée. Donc là, je sais qu'elle est là, que j'en profite. Leur vie, elle est hyper courte, donc au moins je sais que je vis quelques belles années avec elle, à profiter d'elle au quotidien et être à ses côtés. Je sais, ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est aussi pour vous montrer que la réussite, voilà, ça c'est ma définition. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je reste lucide, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire de l'argent pour vivre, mais il faut faire aussi de l'argent surtout pour garder tous ces avantages, la liberté d'être avec mon chien, etc. et tout, tous ces trucs-là qui font que le matin, je me réveille avec un enthousiasme débordant et le soir, je me couche en me disant j'ai passé une super journée et j'adore ce que je fais. Donc cosy, entrepreneuriat, etc. ça veut pas dire manque d'ambition, mais ça ne veut pas non plus dire flou. C'est-à-dire que j'ai quand même une stratégie hyper précise, je fais quand même de la prospection, je vends, etc. Tout ça, je ne le crie pas haut et fort, je ne parle pas d'un CA mirobolant, mais j'ai bien en tête une stratégie business et marketing qui est très précise. Il y a une structure qui est très précise, mais avec un cadre doux, certes. Il y a aussi une stratégie, mais qui est ultra réaliste et qui me correspond à 100%. Il y a des offres simples, il y a un système qui tourne, qui répond à mon énergie, etc. Il y a une cible et une clientèle que j'apprécie, que j'adore et avec laquelle j'ai envie d'évoluer au quotidien. Bref, tout ça, c'est ma petite machine à moi, dont l'objectif premier est de rester libre et de rester dans ce style d'entrepreneuriat que j'adore et dans lequel je me sens bien. Il y a des petites règles quand même que je me suis fixées psychologiquement et vous allez voir, elles sont très très cool finalement. C'est pas de culpabilité, pas de honte, c'est-à-dire que même si des fois j'ai des relents de ma vie passée qui me fait dire que ok, quand t'as pas bossé 2 heures pendant l'après-midi, voire plus, parce que t'as eu un rendez-vous médical ou que t'as décidé d'aller au sport, c'est pas bien, tu dois rattraper tes horaires, ben j'essaye de me dire que je n'ai pas besoin de montrer ma productivité ou de la prouver avec des horaires fixes ou avec un quota d'horaires dans la semaine. Parce que finalement, le plus dur pour moi au début, c'était de fermer l'ordi quand j'avais l'impression de ne pas avoir suffisamment avancé, alors qu'en CDI, ça arrivait parfois de faire des micro-tâches, etc., de clôturer le soir en se disant, bon, j'ai l'impression d'avoir rien fait, juste parce qu'on a fait plein de micro-tâches, mais qui ont pas un impact énorme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, fermer l'ordi quand j'étais en CDI, je me disais, ok, j'ai fait mes heures, j'ai fait ma journée, j'ai bossé, même si j'ai l'impression de pas avoir rempli ma to-do list, je sais que j'ai bossé, je ferme l'ordi, je rentre chez moi et ciao. Là, quand j'avais ma boîte, c'était beaucoup plus compliqué de fermer l'ordi, de ne plus y penser, forcément. Je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans, donc j'ai décidé de mettre un petit peu de côté cette culpabilité, cette honte, etc. Parce qu'au final, je sais que je bosse, je le sais, mais j'ai arrêté de vouloir le prouver aux autres. C'est-à-dire que même des fois, quand j'appelle ma mère, je suis en train de me dire, ok, bon bah là j'ai pris mon après-midi parce que j'avais un rendez-vous, mais je rattraperai ce week-end, etc. Comme si limite c'était ma boss et que j'avais besoin de me justifier auprès d'elle. Alors que la vérité, c'est que je me justifie juste auprès de moi pour me rassurer. Et donc pour éviter cette honte, cette culpabilité, ça passe par une organisation qui est très précise. Je suis très chiante avec ça, mais parce que c'est ma personnalité. J'aime bien quand les choses sont carrées et qu'elles sont bien rythmées. Donc j'ai le fameux Notion que tout le monde a, etc. pour organiser ma créa de contenu, tout ça, etc. Mais pour organiser mon quotidien, j'ai ce planeur sur lequel j'essaye de limiter 4 ou 5 tâches en fonction de la taille des tâches évidemment, pour avoir
avoir une forme de satisfaction. C'est-à-dire que je fais ma to-do sur la semaine et j'arrête de vouloir tout faire. C'est-à-dire qu'avant, je me faisais une to-do générale. C'est-à-dire que je listais, je listais, je listais, je listais. Et forcément, le soir, quand tu te couches, tu n'as pas rempli cette to-do générale, c'est impossible. Alors que là, en la divisant, je sais, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais comme j'ai commencé en faisant cette to-do générale, je me suis dit que ça serait bien de le rappeler. Je fais jour par jour et c'est beaucoup plus satisfaisant parce que tout est rayé à la fin de la journée. Ça me donne un cap et ça me maintient l'idée que ok, j'ai fini pour aujourd'hui et la suite, c'est pas grave, demain est là. La dernière petite règle que je me suis mis, c'est remettre les priorités au centre. Il y a une phrase qu'on répétait beaucoup avec Élise, mon ancienne associée, que ça soit quand on montait notre boîte ensemble ou même quand on travaillait en CDI, donc du coup sur notre ancienne boîte, c'est on ne sauve pas des bébés phoques. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est pas un drame si ça prend un petit peu de retard, si ça se décale. Il n'y a pas de question de vie ou de mort dans ce que je fais, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Et toute cette pression qu'on me mettait en start-up parce que j'avais pas sorti le contenu à temps, etc., ou qu'il y avait une carte qui n'était pas sortie à la bonne date, mais là aujourd'hui, à part pour mes clients, j'ai pas vocation à me mettre une pression qui n'a pas lieu d'être. Je ne sauve pas des bébés phoques, ce n'est pas grave si ça prend un petit peu de retard, ce n'est pas grave, je ne sauve pas des vies. Donc mes priorités, ça reste mes clients, parce que c'est quand même le plus important, mais surtout ma vie perso, etc., ma santé physique et ma santé mentale. Donc si j'ai pas sorti le contenu que j'avais prévu aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous très important au niveau santé, c'est pas grave, il sortira demain et ça changera strictement rien à ma vie. Par contre, mon rendez-vous médical, ça change vraiment quelque chose à ma vie. Sur ces belles paroles, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans tout ça, ou si je suis complètement solo dans mon coin, mais ça m'étonnerait clairement. Bref, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.